Et puis actuel, le premier numéro doit se vendre à environ 40 000, le deuxième dégringole, le troisième baisse sérieusement, et au numéro 4, on fait un numéro qui s'appelle À bas la société mâle, avec les filles du MLF. Avec le fameux dessin de la fille. De la fille qui pleure. Qui pleure, ouais. Et ça vient du pop art, ça, c'est une image. Oui, alors j'oublie toujours le nom. C'est pas Kesselring, c'est. C'est Kesselring, je crois. C'est Kesselring, je crois que c'est Kesselring. On peut vérifier, je l'ai là. Ouais. Et là-dessus, et à ce numéro-là, on fait 40 000, ça y est, on est parti, et ça marche à partir de ce moment-là. Mais il faut dire que les 3 premiers numéros sont très salmigondis et pas très beaux, et que le troisième, moi je suis encore très fier de l'avoir fait. Ouais. Il y a une introduction du dessin de presse agressif et militant comme il n'y en avait jamais eu, et il y a l'idée de Chalit qui connaissait Volinsky d'avant, qui travaillait déjà à Harakiri un petit peu. Qui travaillait à Harakiri, qui avait eu droit à un numéro de Bizarre consacré à ses œuvres, mais de lui demander des dessins politiques, et les premiers dessins politiques géniaux, c'est dans Action. Et tout d'un coup, tu as une petite part des dessinateurs classiques d'une jeunesse contestable qui se retrouvent dans la politique et qui sont chez nous, que tu retrouveras dans l'Enragé après. Et donc, moi, je pense qu'Action, si tu lis les textes, ils sont extrêmement médiocres, très braillards, et que ça vaut pas cher. Puis on avait du mal à remplir, faut quand même pas se toucher. Mais la maquette et l'allure, c'est un très beau journal. Quand on a lancé le premier Actuel, personne ne nous a aidés. Et quand je dis personne, c'est au-delà de personne. On nous chiait dessus, puisqu'on avait le tout petit underground de la Coupole, qui trouvait scandaleux que l'on puisse traduire la BD américaine en français. Traduire Crumbs, c'était un sacrilège, c'était quitter le latin pour la messe vulgaire, en langue vulgaire, tu vois, c'était pas possible. Et je me souviens qu'à la sortie du premier numéro, juste après, Jean-François et moi, on est allé dîner à la Coupole un soir, on est tombé sur une petite bande de pouces-mégots d'underground, les 15 personnes qui connaissaient Crumbs dans Paris, ils sont venus nous insulter. Vous faites du pognon avec nous, tu penses on en perdait. Tout ça c'est pour remplir les poches, on traduit pas, c'est scandaleux, c'est ceci, Zap Comics, il fallait que ça reste à la librairie Dauphine, et on achetait des petits numéros très chers, et on s'était passé entre soi. Il y avait ce côté-là, et quant à la grande presse, ou à la presse dont nous venions, ils nous ont tous considérés comme des cochons, et c'est tout juste s'ils nous parlaient. Et c'est un truc plus général. Si, alors il y a quelqu'un qui nous a reçus au premier coup de fil et qui nous a ouvert son carnet d'adresses en disant « Vous appelez de ma part, c'est René Goscinny ». Et donc, René Goscinny, gratitude, parce que personne n'a fait ça à l'époque. Je crois que déjà dans le numéro 2, il y a un grand papier sur Gottlieb, c'est moi qui le fais, il est signé Burnebise. Et comment Burnebise. Oui, parce qu'il y avait Bernard de Burnebise, qui était le mélange Kouchner, Bizot et moi. Et quand Bernard n'était pas là, c'était Burnebise tout court. Ah, c'est génial. Et donc Gottlieb était quand même un type à qui on téléphonait dans l'après-midi en lui disant « Est-ce que tu veux pas venir à boucler avec nous ce soir ?» Il débarquait à l'heure du dîner, on allait dîner, et il restait la soirée et on lui filait des papiers en disant « Tu fais l'illustre ». Et alors, on avait un bout de maquette, donc on lui disait la taille de ses dessins, et il lisait le papier et il faisait les dessins. Les gens qui ont fait ce journal, indépendamment de la qualité de l'équipe, c'est-à-dire les Léon Mercadel, les Patrice Van Hersel, les Patrick Rambaud, enfin les gens qui ont conçu la formule. C'est qui? C'est Bizot et moi, Chalit et Logier. Bon, Bizot et moi on connaît. Chalit, on sait qui c'est, il avait fait le Clarté flamboyant de la Belle Époque, il rêvait à un parrainage de gauche. Il arrive à quel moment, Chalit? Chalit, il arrive dès 79. Dès 79, d'accord. Et Chalit est même l'individu que moi, parce que moi je le connaissais depuis longtemps, c'est lui, il m'avait pour une part appris la presse avant d'Astier, à Clarté,
Et j'ai amené Chalit. Et Chalit, tout d'un coup, ça m'intéresse. J'avais déjà essayé de le faire venir à l'Ancien Actuel, mais il était dans la pub, il n'y avait pas d'argent, ça m'intéresse. Là, il y avait de l'argent. Donc, il est venu et il nous a amené Émile Logier, très grand directeur artistique, qui avait fait le Marie-Claire éblouissant des années 77, 78, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce Marie-Claire de grand format, tu avais des maquettes dedans. Moi, j'ai écrit un jour un article, je ne connaissais pas Logier, c'était avant le deuxième Actuel, c'était entre les deux. Et j'avais écrit un article et la mise en page m'avait laissé sur le cul. Donc, il nous amène ce gars qui, ayant pris sa femme l'avait quitté, l'amant de sa femme lui avait donné un coup de poing dans l'œil. Et il est arrivé en battle dress. Et il avait une petite moustache et chauve. Et donc, on l'a appelé le colonel Coquard. Et on lui a dit, et alors il hésitait, et on lui dit, écoute, toutes ces histoires, le meilleur moyen de soigner les histoires de gonzesse, c'est de faire un journal, tu vas voir, c'est chaleureux, on est là, on se marre, il y a des filles qui passent, en avant chérie. Et il a marché. Or, la composition Chalit-Logier, c'était une composition en soi. C'est-à-dire que Chalit est quelqu'un qui n'écrit pas, qui ne sait pas écrire, qui est un merveilleux titrier, qui a un sens très équilibré d'un sommaire, qui voit des tas de trucs, qui sait faire les chapeaux, qui est un critique terrible en disant non, ça va pas, et qui fonctionnait remarquablement avec Logier. Et qui était, pour nous, des vis-à-vis durs, c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas tout ce que Bizot ou moi disions, il n'y avait pas de complaisance. Et on les avait fait venir aussi pour éviter cette complaisance vis-à-vis de nous-mêmes qui nous entraînait à refaire, ce qui est naturel chez tout individu, à refaire ce qu'on a déjà fait et de préférence réussi. Bon, là, on était dans quelque chose de neuf. Ils nous ont amené une typographie qui venait de la pub, et notamment le Futura Bold, Ital, qui n'existait pas dans la presse, et Logier a fait cette maquette formidable. Vraiment, si tu prends les 2 premières années, alors il y a beaucoup de textes, on ne ferait plus un journal comme ça aujourd'hui, mais si tu regardes, c'est une formidable maquette. Et puis Chalit est parti faire le Monde illustré. Et donc à ce moment-là, n'est resté que Logier. Mais Logier n'avait plus son vis-à-vis de presse. Et Logier, c'est un peintre. Donc, pour Logier, j'ai toujours constaté, le texte, c'est du papier peint. C'est-à-dire que l'idéal de Logier était de faire une ouverture sur une double page avec une image formidable, une deuxième double page où tu avais la valeur d'un feuillet et demi qui continue avec des photos, et si tout le reste du texte était à la tourne, on s'en portait mieux. Il faut dire qu'on a toujours beaucoup reçu, soit parce qu'un journal doit recevoir, mais quand quelqu'un nous demandait quelque chose, on disait oui en général. Jean-François a toujours fait ça, il l'a fait assez abondamment en matière de disques. Le nombre de gens qu'il a aidés, de petits chanteurs, de petites chanteuses, de petits groupes, des trucs comme ça, où il a filé du pognon pour sortir leur premier disque, des trucs, est assez considérable. Il le faisait pour la presse. Parce qu'il a vraiment boosté, c'est Jamel, c'est Wiesmann, c'était des petits machins, alors, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après. On en a marre, on vit les uns sur les autres depuis 5 ans, on passe nuit blanche sur nuit blanche, on ne se quitte pas, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, éventuellement on couche ensemble, et que on a l'impression qu'il faut aller voir le monde, et qu'on ne peut pas rester. Et s'ajoute à ça, je le dis sans cruauté, la lente décadence de Charlie Hebdo, qui, vers 74-75, se répète indéfiniment, voit ses ventes baisser, et demeure, et avec quasiment, ils insultent leurs lecteurs de ne plus les acheter. Et nous, et Charlie Hebdo, l'équipe est plus vieille que la nôtre, c'est des gens nettement plus âgés. Et donc, on se dit, on ne va pas terminer comme ça. On ne va pas terminer comme des cons qui vont insulter leurs lecteurs parce qu'on se répète. On voyait bien qu'on avait déjà fait 5 numéros sur l'underground, 2 numéros sur la drogue et sur l'herbe, 5 numéros sur Prenez la route. Bon.
Et on avait un peu épuisé les sujets. On avait fait des tas de numéros sur la BD, sur le graphisme. Et nos sujets, dans l'état d'esprit où nous voulions les traiter, ils étaient un peu épuisés. Donc on a fait une année de parodie, qui a très bien marché d'ailleurs. C'est ton gros truc d'ailleurs, ça, le pastiche. Moi j'aimais ça depuis toujours, depuis mon Hippocagne. Et puis on a eu l'impression que on allait continuer, finalement s'emmerder, voir nos ventes baisser. Et on s'est arrêté la première année où on a fait des bénéfices, où on a gagné 5000 francs. Et avec ces 5000 francs, Bizot a acheté 10 lithographies de Topor et les a données aux 10 les plus méritants. Bon, il y en a toujours une dans mon bureau à la campagne, que je vois à chaque fois, enfin, avec plaisir.